Bonjour. J'aimerais remercier d'abord Fabien pour l'invitation à intervenir dans le cadre du colloque. J'aimerais aujourd'hui m'interroger sur un point que soulève de manière plus ou moins explicite la question de l'image synaïdétique. Si l'image synaïdétique est l'image chargée des conditions de son prélèvement, entre autres, elle interroge alors indirectement la possibilité ou l'impossibilité de la prise. Ainsi, il serait possible de voir dans cette tension entre possibilité et impossibilité du prélèvement un lieu interstitiel décisif et définitoire de l'acte de création. Plus précisément, certains artistes, certaines œuvres, semblent indirectement poser les questions suivantes. Que se passe-t-il lorsque le prélèvement devient problématique ? Quelle serait l'image de l'indisponibilité ou de la latence du prélèvement ? Ou encore, quelle serait l'image du mouvement qui tenterait de rendre ce prélèvement possible ? Ces questions constituent en somme une critique de la modernité en tant que celle-ci s'est constamment efforcée de promettre une disponibilité entière du monde et des êtres. Dans le film Le Rayon Vert d'Eric Rohmer, la scène finale voit Delphine, le personnage incarné par Marie Rivière, attendre sur la plage de Biarritz l'apparition d'un phénomène physique extrêmement rare. Un rayon vert au moment où le soleil passe la ligne d'horizon. Elle lie ce phénomène à son engagement futur avec l'homme qu'elle vient de rencontrer. Autrement dit, elle joue dramatiquement son avenir sur quelque chose dont l'apparition est extrêmement incertaine. Elle lie son avenir à une forme de précarité du phénomène qui n'a d'égal que l'intensité de l'engagement qui devrait suivre avec cet homme. Le titre adresse une promesse au spectateur. Il est en mouvement vers la captation d'une incertitude. Tout au long des petites mésaventures de Delphine et de son incapacité à se coordonner au monde, le film est comme suspendu, extrêmement précaire, à la merci de l'impossibilité d'apparaître du phénomène final. Mais passé l'apparition, tout semble se solidifier et l'ensemble devient d'une densité remarquable. Au début de son dernier livre intitulé « Rendre le monde indisponible », Hermund Rosa rappelle l'étonnement que l'on peut éprouver lorsque la neige tombe et la suspension que nous éprouvons lorsque nous assistons à ce spectacle. Il explique que c'est la rareté du phénomène, son incommandabilité pour tenter un néologisme, qui nous rend ébahis et incapables d'être attentifs à autre chose. Ainsi, un rayon vert est plus rare encore qu'une chute de neige. La précarité de ces instants rappelle que le monde ne se donne pas dans son entièreté, que sa disponibilité n'est pas actée et que son rôle, s'il en a un, est de nous rappeler qu'il se dérobe constamment à notre emprise. D'ailleurs, la scène finale où l'on voit un rayon vert apparaître n'a pas été tournée à Biarritz et n'a pas été filmée par Rohmer. Il n'a pas eu la chance de filmer le phénomène et ne voulait pas recourir à un effet spécial. Il a donc envoyé un assistant tourner un plan aux Canaries 7 mois après la fin du tournage. Impossibilité donc de commander un rayon vert, de commander une chute de neige. Ainsi, il serait possible de comprendre le film de Rohmer comme une œuvre qui questionne la condition, la possibilité de l'œuvre de manière radicale. De plus, cette précarité est fondamentalement liée à la diégèse du film et au mode d'existence que pose également l'image synaïdétique. Si le monde est indisponible, s'il est capable de préserver des espaces d'indisponibilité face à la modernité qui s'efforce d'arraisonner continuellement chaque partiel de l'étang, alors il faut des œuvres pour cerner ces espaces et interroger notre modernité. Pour reprendre brièvement le film de Rohmer, bien des contemporains pourraient juger le personnage de Marie Rivière aliéné et profondément dépressif. C'est d'ailleurs le sens d'une des scènes du film. Mais c'est aussi sa force. Son malheur vient du fait que ce à quoi elle aspire lui échappe continuellement. Elle semble subir ses moments de joie aussi bien que ses moments de détresse. Ainsi, elle engage un rapport précaire au monde, singulier et extrêmement sensible, presque métaphysique, dont la tangibilité échappe à la brutalité rationnelle du moderne. Cette précarité est d'ailleurs le signe poétique d'une grande partie de la nouvelle vague. Rohmer, bien sûr, dans l'ensemble de son œuvre, mais surtout Jacques Rosier, qui, à sa manière, pose dans ses films les questions suivantes.
Qu'est-ce que l'on peut prélever de la vie? Comment peut-on faire du cinéma qui détiendrait à la fois le goût de la vie et celui de l'attente? Comment donner l'image de la vie sans l'utiliser à des fins narratives et scénaristiques? Delphine est une incarnation de l'idiotie, c'est-à-dire une subjectivité seule, simple, non dédoublable. Et ce n'est pas par hasard si le livre qu'elle tient entre ses mains lorsqu'elle rencontre l'homme de la scène finale est le roman de Dostoïevski, L'idiot. La référence explicite, toute romérienne, fait de Delphine une descendante du prince Mishkin. Elle partage certains traits avec lui. Grands moments d'inattention, proximité avec les enfants et les animaux, sensibilité contemplative avec ses petits moments d'épiphanie, proximité avec la nature également, et incapacité à s'intégrer socialement. Ces idiots, ces idiotes vivent en quelque sorte dans cet interstice que nous évoquions au début de notre propos, dans un espace où prélever le monde devient délicat et dramatique. Plutôt que l'action, ces personnages préfèrent le retrait et acceptent le monde en quelque sorte qui les dépasse. Un autre personnage de cette communauté serait Antoine Montes, le protagoniste de Claude Simon dans son roman Le vent ou tentative de restitution d'un retable baroque, où la référence à Dostoïevski est explicite également. Mais un autre personnage de la littérature radicalise davantage cet état, au risque du fantastique d'ailleurs. C'est le Bartleby de Melville, le scribe qui répète inlassablement au notaire qu'il a engagé dans son étude et lui demande donc des consignes de travail. Je ne préférerais pas, je préférerais ne pas, j'aimerais mieux pas, j'aimerais autant pas, selon les traductions que l'on trouve. Nous nous sommes interrogés sur les phénomènes problématiques au prélèvement, sur des êtres dont le rapport avec le monde n'est pas bien accordé, comme si attendre le monde, ne pas lui résister ou ne pas le brusquer constituait pour eux le seul mode d'existence viable. Mais Bartleby est un absolu, c'est-à-dire que ce n'est plus un phénomène physique du monde qui se soustrait au prélèvement ou au commandement, mais un être humain dans son entièreté. Ce n'est plus un phénomène physique qui se rend indisponible, mais un homme et sa force de travail. Sans doute que Melville a compris dès la fin du XIXe siècle que la catastrophe du capitalisme, dès la moitié du XIXe siècle, que la catastrophe du capitalisme moderne est de pousser le prélèvement jusqu'aux êtres humains. Il comprend non seulement que la réification humaine à venir est un désastre, mais que le fait de pouvoir considérer les êtres humains comme prélevables par des forces économiques est la pire des choses qui puissent advenir. Il anticipe ainsi Fritz Lang et l'image de l'engloutissement des hommes dans Métropolis. D'autant plus que la force du texte repose sur le fait que le chef de service de Bartleby est un jeu, autrement dit un nous. Bartleby se refuse, se dérobe au contrôle des chefs, des ordres, en le repoussant le plus élégamment et le plus sobrement possible, laissant en crise le commandement. Mais sa force, également, vient du fait qu'il n'accepte pas plus qu'il ne refuse en réalité. Et on retrouve ici encore la question de l'interstice, qui devient minimale. Giorgio Agamben a analysé cette position de Bartleby dans un livre intitulé Bartleby ou la création. Ainsi, on peut le citer, Gilles Deleuze a analysé le caractère particulier de la formule « je ne préférais ne pas », en la rapprochant des expressions que les linguistes définissent comme agrammaticales, comme « he danced his did » chez Cummings, quatrième vers du poème « Anyone lived in a pretty old town », ou « j'en ai un de pas assez », et en attribuant à cette secrète agrammaticalité son pouvoir dévastateur. La formule déconnecte les mots et les choses, les mots et les actions, mais aussi les actes et les mots. Elle coupe le langage de toute référence, conformément à la vocation absolue de Bartleby. Être un homme sans référence à soi-même ni autre chose. Jaworski, pour sa part, a observé que la formule n'est ni affirmative ni négative, que Bartleby n'accepte ni ne refuse, qu'il avance et se retire au moment même où il avance, ou, comme le suggère encore Deleuze, qu'elle ouvre une zone d'indiscernabilité entre le oui et le non, le préférable et le non préféré. Mais aussi dans la perspective qui nous intéresse ici, entre la puissance d'être ou de faire et la puissance de ne pas être ou de ne pas faire.
Ainsi, Bartleby est une image d'une résistance éthérée radicale. Il incarne également, on peut le voir aussi comme une incarnation de la phrase de Rainer Schurman dans Le principe d'anarchie qui était en exergue de notre premier séminaire. La déconstruction, c'est la pulvérisation d'un socle spéculatif où la vie trouverait son assise, sa légitimation, sa paix. Qui plus est, Bartleby cache ses raisons, meilleure manière d'impliquer le lecteur à en imaginer, à troubler ses certitudes, à le rendre fou en quelque sorte. À l'autre extrémité de l'œuvre de Melville, nous retrouvons Moby Dick. Ce livre pose la question de la finalité moderne incarnée par la monomanie du capitaine Ahkam. Finalement, tout n'est pas prélevable. La blancheur du cachalot nous le rappelle, image projetée de l'impossibilité d'une transcendance. Gardons donc des distances et aménageons des interstices. L'artiste, s'il existe un tant soit peu une figure de l'artiste, est précisément l'incarnation de cette capacité d'aménager ce lieu qui peut être vécu d'abord comme une souffrance, ce lieu qui est précisément la mesure de l'écart entre notre présence directe au monde et la sensation d'une autre présence possible, du tremblement entre une capacité à agir sur le monde, à prélever le monde, mais à la fois à demeurer, à vivre dans l'incertitude de cette a priori facilité, que quelque chose en somme cloche et que ce prélèvement pourrait tout à fait se faire difficilement, dans un effort un peu surhumain, ou du moins autrement, ou tout simplement pourrait ne pas se faire. L'être synaïdétique vit dans cet écart entre la nécessité de prélever et son incapacité à ne pas rendre par une image ce prélèvement problématique, causant une forme de décalage avec le contemporain, aboutissant donc à une œuvre, du moins à un mode de vivabilité autre. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté.